Très bien. Alors, les circonstances, en finir avec l'histoire d'Alsace. On pourrait peut-être parler de mon propre parcours, puisqu'effectivement, j'arrive à la fin de ma carrière. Et il m'est arrivé, au cours des années que j'ai passées à l'université, mais également ailleurs, de parler beaucoup d'histoire de l'Alsace, d'être souvent interrogé à ce sujet, et de n'avoir jamais eu l'occasion de réunir mes réflexions sous la forme d'un livre. En finir, c'est peut-être une manière de faire un bouquet qui ne sera pas un bouquet final, mais qui devrait me permettre de passer à autre chose. En finir ensuite, c'est en finir avec des idées qui sont peut-être fausses, ou qui aboutissent à une histoire qui est myope, qui est borgne. Moi, je serais plutôt partisan de colorer un peu cette histoire et d'en faire une histoire en 3 dimensions, une histoire en relief, une histoire qui ne soit ni astigmate, ni presbyte, ni aveugle, mais qui aborde très franchement la vérité. La vérité, on peut la connaître comment? En remontant aux sources, en consultant les archives, en confrontant les idées, et en essayant de faire autre chose que de faire ce que disait tout à l'heure Hervé Lévy, du couper-coller. Je pense qu'il faut aussi, et c'est un mot à la mode, simplifier le millefeuille historique. Le millefeuille historique, qui est cette superposition, comment dirais-je, non seulement dire de propos, d'opinions, d'idées, d'informations, qui aboutit très souvent à des bégaiements et qui mérite une véritable approche archéologique. Il s'agit de démonter, de déconstruire et peut-être d'essayer de reprendre des dossiers, là encore, pour essayer de mieux savoir où nous sommes au début du XXIe siècle. Je voulais dire une chose, c'est que l'histoire, elle est faite au présent par des historiens, elle est un peu comme la toile de Pénélope constamment remise sur le métier, et que nous ne pouvons pas nous satisfaire d'une histoire fossile et d'idées fausses. Il s'agit d'être critique à l'égard de ce matériau qui est de toute manière fabriqué. L'histoire, c'est une fiction. Pour vous aussi, l'histoire, c'est une fiction qui a été fabriquée notamment au XIXe siècle. Et vous, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous attaquer aux 4 événements qu'on a mentionnés tout à l'heure? Voilà. Personnellement, c'est peut-être un peu moins d'ordre scientifique et éthique. C'est tout simplement que, après avoir abandonné un peu l'histoire de l'Alsace depuis une quinzaine d'années, puisque notre ami Hervé Lévy, qui veut bien nous guider, là, il a souligné que j'avais travaillé sur bien d'autres choses, et j'y suis revenu par un coup de sang, un vrai coup de sang, qui est survenu, je dirais, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, le temps effectivement de préparer ce texte-là. Qu'est-ce que c'est que ce problème? Il y a 2 ans, un documentaire a été tourné, réalisé et passé à la télévision régionale, où on apprenait des tas de choses sur le retour de l'Alsace à la France. Alors, un pamphlet anti-français, de 18 à 25, où, non pas le réalisateur, mais l'auteur du film a présenté une vision des choses complètement anti-française. Ce n'est pas qu'il fallait faire l'histoire française, mais là, c'était complètement déformé. En l'occurrence, il expliquait que Joffre, le fameux général Joffre, à Thann, avait dit que la France allait venir et respecter les traditions, les coutumes, etc. Et on a utilisé cette formule jusqu'à nos jours, et encore les derniers temps, on en a évoqué la chose. Ça confirme bien que j'ai bien fait. Parce qu'en réalité, quelques semaines après, le général Joffre, il s'est rétracté en disant « Moi, je ne suis que général, je ne suis pas député ni ministre. » Donc, ce que j'ai dit, ça vaut pour le moment où je suis dans la vallée de Thann. Et au-delà, c'est l'Assemblée nationale, le Chambre des députés, plutôt, qui allait trancher. Et quand Poincaré a répété la même formule que Joffre, c'était la même chose. Poincaré était président de la République, c'était pas le législateur, c'était pas son rôle.
Donc en fait, jamais les historiens locaux, les observateurs locaux n'ont révélé cette chose. Ça a toujours été oublié. Ça, c'est une des caractéristiques de l'histoire alsacienne, ce qui n'arrange pas un certain nombre de militants d'une cause ou d'une autre, ils coupent. C'est pire que les politiques, ce que font les historiens en l'occurrence. Donc ça, et ça a recommencé dans le même film. Bon, je vais aller rapidement. Dans le même film, on voit asséné par des témoins, pas des témoins, des militants, dire que la France, l'Alsace entière s'est soulevée contre Herriot à cause de sa volonté d'introduire la laïcité en Alsace. Donc ça a été un moment. Mais en fait, le véritable enjeu a là encore été camouflé par suite d'un mensonge historique énorme. En réalité, l'enjeu, c'était l'école interconfessionnelle. C'est-à-dire que les catholiques refusaient systématiquement l'école interconfessionnelle. Il y aurait des protestants et catholiques. Il n'y a pas à juger sur ce problème-là. C'est l'époque. C'est-à-dire que c'est des conceptions de l'époque. Aujourd'hui, les gens verraient ça autrement. Mais en tout cas, le problème était là. Ils sont prêts à aller dans la rue. Ils sont allés dans la rue, ont déclenché. Alfred, parle au micro. Oui, merci, d'accord. Donc, ils ont fait une grande manifestation. Et alors, dans le film, c'est ça qui m'a le plus énervé, je vous dirais très franchement. Dans le film, il y a un militant de la cause catholique actuelle qui dit 50 000 manifestants sur la place Kléber. Bon, en fait, personne n'est jamais allé vérifier, nulle part, dans les autres journaux que les journaux qui étaient les partisans de la chose. Et même des militants de la cause laïque ont écrit un bouquin récent qui met aussi 50 000 manifestants. Quand on parle des manifestants par les partisans eux-mêmes, par les organisateurs, aujourd'hui tout le monde sait que quand la CGT dit qu'ils ont fait 1 million de manifestants à Paris, on sait que c'est 20 000 ou 30 000. Pourquoi pas à l'époque? Je suis allé voir aux archives et j'ai trouvé 15 000 manifestants dans le rapport fait par la police à la préfecture. Bon, je fais la part des choses. Voilà. Il y a beaucoup d'autres chiffres que vous allez contester aussi dans le livre, notamment sur l'option, sur d'autres choses. Alors bon, je ne vais pas... On va y revenir après, oui, de toute façon. Mais pour l'option, c'est pire, juste ce mot-là, pardon, c'est que j'ai fait mon 3e cycle pour entrer à l'université comme professeur, et ça fait 40 ans. Ça fait 40 ans que l'ouvrage a été publié sur l'option de nationalité 1871-72. Ces derniers bouquins qui sont sortis entre-temps par dizaines ont toujours encore mal interprété la chose, ont toujours donné des chiffres faux. Bismarck est toujours un monstre qui a forcé les Alsaciens à s'en aller, à laisser leur bien ici. C'est archi faux. Il suffisait simplement de lire l'article 2 du traité de Francfort. Mais ça, aucun, jusqu'à nos jours, ne l'a fait. Il y a beaucoup de mythes, effectivement, que vous mettez en avant. Jean-Michel, vous aussi, vous mettez en avant certaines vérités historiques qu'on assène et qu'on va mettre en place pour créer un peuple alsacien uni, indivisible dans l'adversité. Et je voulais toujours tout d'abord vous demander, parce que les mots sont extrêmement importants pour vous, vous avez voulu en finir avec l'histoire d'Alsace et pas avec l'histoire de l'Alsace. Pourquoi cette différence? Eh bien, parce que privilégier l'histoire d'Alsace au détriment de l'histoire de l'Alsace, c'est lui imposer une personnalité, c'est admettre a priori qu'il existe une entité qui s'appelle Alsace et non pas un objet géographique qui prend un article défini qui s'appelle l'Alsace. Or, l'une des idées que j'essaye de développer, c'est que géographiquement, il est incontestable que l'Alsace est une réalité permanente. Elle ne s'est pas toujours appelée Alsace, peu importe, mais toujours est-il que c'est un morceau de la haute vallée du Rhin, c'est le morceau le plus important entre le Rhin et les Vosges, qui fait partie d'un ensemble qui correspond au fossé rhénan. C'est une évidence qui crève évidemment les yeux. Ça, c'est un élément de permanence. Dans mon livre, je crois qu'on ne trouvera jamais l'adverbe toujours et jamais l'adverbe jamais, sauf de l'expression que je viens d'utiliser. Je dis jamais, jamais. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des outils de l'historien.
Un historien ne peut pas, a priori, admettre la thèse d'une permanence. Et je ne crois pas qu'on puisse dire que l'Alsace a été une entité historique, organique, humaine, politique, cohérente au long de cette histoire depuis 15 siècles. Il n'y a pas nécessité de penser que nous sommes les successeurs, voire les héritiers biologiques des gens qui vivaient il y a 15 siècles. Nous n'avons pas à fournir d'Ahnenproben, de preuves de noblesse, ou éventuellement, comment dirais-je, notre ADN, pour essayer de bien prouver que nous sommes alsaciens. Est alsacien une personne qui vit actuellement en Alsace. Point. Ça suffit, et ça nous permet d'avoir, par exemple, un prix Nobel qui est d'origine luxembourgeoise. Hein, ça nous permet d'avoir des écrivains qui sont nés sur d'autres continents, qui sont aussi alsaciens. C'est merveilleux, ça. Parce que nous sommes au cœur de l'Europe, et peut-être dans cette espèce d'équateur entre deux mondes, entre deux hémisphères, un équateur qui n'est pas une frontière, mais au contraire, une interface, hein, ce qui est merveilleux. Donc, je pense que l'histoire d'Alsace, nous ne pouvons pas la traiter comme histoire d'une île. L'Alsace est tout sauf une île. Ce n'est pas davantage une péninsule. Une péninsule, alors péninsule, parfois on pourrait même écrire ça, comment dirais-je, en mettant ça au présent et en rappelant que peine se réfère à quelque chose d'autre, hein, un mouvement politique qui instrumentalise. On ne peut pas instrumentaliser cette histoire ni dans un sens ni dans l'autre. Jean-Michel vient de dire est alsacien celui qui habite en Alsace aujourd'hui. Est-ce que c'est une définition qui vous convient aussi, Alfred Ball? Je ne sais pas s'il est lui le propriétaire ou moi. Parce que... Non, je ne connais que le propriétaire. Ça fait quelque temps, dans une déclaration de la presse qui a fait un petit peu scandale aussi. Je peux souscrire complètement à ce que vient de dire. Bon. D'ordinaire, on dit éloigner le micro, et là, je rapproche. Alors, je souscris donc à ce que vient de dire Bischoff, et à partir de ce qu'il a dit en dernier lieu, à savoir cette idée de l'absence d'ouverture et de contextualisation. C'est une des raisons aussi pour lesquelles je me suis un petit peu senti motivé, à savoir que les Alsaciens regardent l'histoire de l'Alsace en regardant uniquement ce qui est à l'intérieur des frontières de l'Alsace. Ils n'entendent pas, ils ne veulent pas savoir, ils ne s'interrogent pas, ils n'interrogent pas ce qui se passe à l'extérieur. Alors chacun sait que depuis au moins le XVe siècle et même au-delà, hein, tout ce qui se passe dans une région, eh bien, ça s'étend ailleurs, les gens voyagent, les mouvements sont généraux, voir la réforme par exemple, hein, je n'apprendrai rien, je m'échauffe là-dessus, ça n'est pas resté dans un quadrilatère ou dans un carré quelconque. Pour toutes les questions d'Alsace, que donc j'apporte ici dans cet ouvrage, pour ceux qui voudront bien le regarder, vous verrez que le grand coup de sens, c'est quand on considère que l'Alsace c'est fermé, quoi. C'est une tendance de la population locale, pour toutes sortes de raisons, évidemment historiques. Parce qu'on a été allemand, français, tout ça, ça a eu comme conséquence de se replier sur soi. Mais quand il y a un développement économique en Alsace, on croit que c'est parce que les Alsaciens ci, parce que les Allemands étaient là, c'est parce que tout simplement c'était, à la fin du XIXe siècle, le grand développement de l'industrie du charbon, du fer et de l'acier. Et si les Alsaciens étaient concernés, c'est pas parce que c'est en Alsace. Bon, et toutes les autres questions se retrouvent dans une situation d'être examinées de la même façon. Ouvrir les frontières, voir ce qui se passe, qui explique aussi ce qui se passe en Alsace. Alors, vous voulez que je continue par un exemple ou... On va passer à quelque chose qui va vous permettre de donner un exemple tout à l'heure, oui, qui est la période de la Révolution française, dont vous parlez tous les deux. Georges Bischoff, vous considérez que l'Alsace connaît une révélation française à ce moment-là, et vous rappelez les mots de Fustel de Coulanges, l'historien allemand Baumson, qui lui écrivait bien plus tard, en 1870, ce qui a rendu l'Alsace française n'est pas Louis XIV, c'est la Révolution française. Vous dites même que la Révolution permet à l'Alsace d'entrer dans l'histoire et de quitter la géographie. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, ça?
mais à des horizons extraordinaires. D'abord parce que la Révolution trouve en Alsace une culture politique qui est peut-être différente de celle du Royaume de France, des villes, une bourgeoisie, une université importante, celle de Strasbourg, des idées, et qui souvent sont un peu en avance par rapport aux idées qui ont cours d'abord dans tout le reste de la province française. Je pense même que l'Alsace a une relation particulière à l'égard de la capitale du Royaume de France, parce que c'est la région de la périphérie qui est sans doute la mieux reliée. La mieux reliée, d'abord parce qu'elle est militarisée, ça va de soi, c'est une province frontière, mais aussi parce qu'elle est très bien reliée par des circuits, par des réseaux de communication. Je pense qu'il faut 48 heures ou un peu plus à peine pour aller de Strasbourg à Paris ou inversement. Et enfin, parce que l'Alsace, c'est l'endroit où la cour, le pouvoir central, envoie une partie de son élite qui est confrontée à l'élite locale et naît de cette rencontre une situation culturelle particulièrement originale, qui tient en grande partie au bilinguisme, qui tient à l'ouverture de la population alsacienne, et qui, je crois, va servir à ancrer l'Alsace dans cet espace français et à adhérer à la nation. La nation qui n'est pas, comment dirais-je, le résultat d'une appartenance culturelle univoque, voire biologique, mais qui est une adhésion, qui est un contrat. Et je voudrais rappeler que c'est le 17 juin 1790 qu'a lieu ici, sur la plaine des Bouchers, cette extraordinaire fête patriotique qui annonce, vous le savez, la fête de la Fédération. L'Alsace a été en première ligne de la Révolution tout le long qu'a duré la Révolution. Pourquoi? Parce qu'elle s'y est découvert des horizons, d'abord évidemment des horizons militaires, mais pas seulement, des horizons politiques, et je crois qu'il est important de dire que les Alsaciens ont été partout. Par exemple, lors de l'occupation de la rive gauche du Rhin, il s'est produit une sorte de état-osmose entre les milieux les plus éclairés de l'Allemagne et les milieux les plus éclairés de la France. Donc voilà des éléments qui vont dans ce sens, et on pourrait aller beaucoup plus loin, on pourrait citer des personnages. Vous en avez cité. Oui, ça s'impose, si tu veux que je... bien sûr, je te passe le ballon. Oui, justement, vous avez cité des personnages et vous avez dit que le mythe de l'Alsace modérée, tranquille et conservatrice, quand on la confronte aux faits, notamment aux périodes de la Révolution, il ne tient pas du tout, et vous mettez en avant des personnages complètement oubliés qui ont eu un rôle très important en cette période, comme Jean-François Reubel. Alors là, c'est un des points aussi les plus importants, je crois, que j'ai abordé, en dehors du fait que les trois premiers points, concernant l'annexion de 71, l'option, et à la dernière partie, c'est-à-dire ce qui concerne le combat confessionnel, la lutte entre France et Allemagne à ce moment-là, ces trois parties portent beaucoup sur la vision de l'Allemagne, la vision de la France, l'action attribuée à la France ou à l'Allemagne. J'ai dit tout à l'heure qu'on avait accusé Bismarck de tous les maux, de le traiter de monstre, parce qu'il avait soi-disant transformé l'option en ce qu'elle n'était pas. Enfin bon, mais puisqu'on est là, pour l'instant, dans la gestion de la Révolution, on peut aller au-delà et dire que l'autre histoire, c'est que en Alsace, il est indispensable de faire une histoire d'Alsace, de la modération, du conservatisme, de l'obéissance, de la sagesse, enfin, etc., tous les vocables que vous pouvez trouver concernant le calme, enfin, la propreté aussi, bien sûr, etc. Bon. Donc, ça, c'est absolument faux. Bon, Georges Michaud vient de commencer par dire pour la Révolution française qu'en fait, il y a une adhésion en Alsace. Il y a des preuves. Mais là, comme l'histoire a été faite par des érudits locaux, et je dirais essentiellement par des ecclésiastiques qui n'ont vu que la poursuite et la persécution des prêtres réfractaires, mais ils ne disent pas des prêtres réfractaires, ils disent des prêtres. En réalité, il y a eu
poursuite des prêtres réfractaires. Et dans le Haut-Rhin, à un moment donné, il y avait 40% de prêtres qui n'étaient pas réfractaires. Hein. Donc, ça n'était pas non plus l'unanimité dans le monde du clergé. Ensuite, on parle de Loe Schneider qui a guillotiné à tout crin, mais là aussi, on reste en Alsace, on ne se rend pas compte de la violence de la période, la tension de la période révolutionnaire. Et on oublie qu'avant la Révolution, on rouait encore les victimes, voir tout ce que Voltaire a écrit sur les 2 protestants qui ont été massacrés parce que accusés faussement, etc. Donc, accuser la violence de la Révolution, il faut le mettre en perspective. La violence était avant la Révolution, et elle sera de moins en moins jusqu'à nos jours, ici. Hein. Par ailleurs, vous savez ce qu'il en est. Donc, la Révolution a été un régime favorable. Disons que les Alsaciens ont été relativement favorables à la Révolution. Les députés que Roland Marx, qui est l'historien d'il y a 40-50 ans, que personne n'a lu, bien sûr, c'est un universitaire. Donc, il a montré que la plupart des députés élus pendant cette période étaient des gens favorables à la Révolution. Au mieux, disons, modérés, mais la Révolution quand même, approbation, et en plus, était aussi parmi les marchands. Alors, Georges Bischoff n'a pas voulu citer le nom du personnage, parce que j'en ai fait un peu une partie importante, c'est que la Révolution a fourni à l'Alsace, mais on ne le voit jamais nulle part, et je suis sûr que personne ne le sait parmi vous, qu'il y avait un chef d'État à la fin, en 1798-19, qui s'appelait Reubel, Jean-François Reubel, qui a une petite rue à Colmar, puisqu'il était colmarien. Ce personnage était directeur, c'est-à-dire parmi les 5 chefs de l'État, et c'était le plus important. Il avait la charge des finances, des affaires étrangères, et Bonaparte, qui un peu lui a succédé quasiment, a reconnu que c'était le plus compétent, le plus capable, mais c'est pas pour ça qu'il l'a écarté. Hein, on n'a plus vu après. Donc, c'était le premier et sans doute le seul chef d'État jusqu'à nos jours. Et après, donc, je ne sais pas si je peux continuer, mais sous la Restauration, on ne parle pas de la Restauration, bon, ben, la France, l'Alsace, etc. Mais la Restauration, quand on compte tous les députés élus en Alsace, Haut-Rhin et Bas-Rhin, entre 1815 et 1830, on s'aperçoit que le Haut-Rhin est le premier département de gauche de France, et le Bas-Rhin le 3e. Pourquoi? Parce que ce sont des libéraux qui ont gagné contre la monarchie intégriste catholique. Il faut dire ça, la Restauration. C'est ça, c'est pas la gauche d'aujourd'hui. C'est une autre gauche. Autre problème que je voudrais souligner, les critères changent selon le temps. Donc on ne peut pas apprécier les problèmes, les analyser avec nos critères d'aujourd'hui. On va juste revenir un petit peu sur la Révolution avec Georges Bischoff. On va revenir après. Oui, comme vous voulez. Donc, je voudrais dire qu'une grande partie de l'historiographie alsacienne présente la Révolution comme étant, comment dirais-je, l'action néfaste d'étrangers sur l'identité alsacienne. Alors, des exemples, on pourrait faire un florilège énorme. Des étrangers. Des étrangers, c'est par exemple le maire qui a été nommé par les représentants en mission en 1793 à Strasbourg. On le décrit toujours comme le Savoyard Monet. Bien, ce brave garçon a passé toute son enfance à Strasbourg, ou à Saverne, pardon, où le Savoyard de naissance, comme Pierre Pubelin était nordiste de naissance. Ça ne signifie rien. Ou bien le prêtre allemand défroqué, allemand et défroqué à la fois pour Rudolf Schneider. Mais on oublie qu'à côté de ça, l'Alsace a exporté alors des ministres. Tout à l'heure on évoquait Reubel, mais un ministre de la guerre qui s'appelait le général Scherer était également d'origine alsacienne. Et il y a eu un rôle tout à fait important. On pourrait citer aussi l'action, j'allais dire, des généraux républicains. Kellermann, l'homme de Valmy, c'est lui qui a réprimé l'insurrection fédéraliste lyonnaise. Ça mérite d'être dit. Westermann, qui a écrasé les Chouans, était un Alsacien. Alors lui, on ne le revendique jamais.
Il y a un autre Westermann qui connaît plus. Donc là, il y a une relecture qui est nécessaire. Et il s'agit peut-être de dépolluer le discours historique, qui est souvent très chargé. Un autre exemple, hein, la fameuse proclamation de Saint-Just et Lebas, les citoyennes de Strasbourg sont sommées d'aller déposer leurs notes allemandes parce que leurs cœurs sont français. C'est quoi? C'est d'abord une affiche bilingue, tiens, le bilinguisme officiel. Mais c'est ensuite un appel au volontariat. Ce ne sont pas les hordes de Staline qui viennent dans les foyers égorger les femmes de compagne. Enfin, dernier point, pourquoi récupérer les croix des Alsaciennes? Ben, pour récupérer les métaux précieux, c'est tout. Ce n'est pas du tout une proscription de la mode. Donc là aussi, une relecture s'impose. On pourrait aussi citer l'abbé Grégoire, je ne vais pas y revenir, l'abbé Grégoire qui adorait les patois, et dont un des meilleurs, comment dirais-je, conseillers était Oberlin, exactement, les deux Oberlin, les deux frères. Donc vous voyez, la liste est tout à fait impressionnante, mais on oublie ces dimensions.